La santé est un thème qui m'est cher parce que c'est un thème qui fait le lien entre mon premier métier et peut-être pas mon dernier, hein, parce que j'en ai encore quelques-uns. Voilà. Moi, je suis un médecin de formation, donc j'ai été formaté, comme beaucoup de médecins, à regarder la médecine d'une manière focalisée et fragmentée. Et il a fallu des années et des années pour acquérir cette vision globale. Voilà, et je trouve ce cheminement-là fort intéressant et extrêmement enrichissant. Voilà, et donc c'est toujours pour moi un plaisir de parler de comment cette vision globale de la santé peut avoir un impact sur notre santé au quotidien. Donc merci encore d'être venu m'écouter. Je n'ai pas l'habitude d'avoir un grand groupe comme ça, mais c'est super. Alors, le voyage de la santé. Ben oui, la santé est un voyage tout au long de la vie, un voyage pour lequel on a besoin d'avoir une direction, pas forcément un objectif, ici, pas forcément arriver à Belfort, mais Belfort est peut-être une étape vers une autre étape. On a besoin au moins d'avoir une direction. Ce sera notre intention. On a besoin d'avoir un véhicule. C'est notre corps dans sa globalité. Dans le corps, il n'y a pas que des cellules, il n'y a pas que des organes, mais il y a aussi notre mental et aussi ce qui nous connecte à quelque chose de plus grand que nous, notre esprit. Et on a besoin d'avoir une bonne carte. Voilà. Pour parcourir des terrains difficiles, des chemins difficiles avec des embûches. Voilà, Robert parlait de résilience. Oui, à tout moment, on a besoin d'avoir une résilience. On a besoin d'avoir une bonne carte pour choisir les meilleurs chemins. Tant qu'à faire, autant de ne pas prendre des chemins avec des trous, avec des embûches, des chemins dangereux. Je propose de focaliser notre attention sur cette carte. Voilà. Et d'avoir quelques repères supplémentaires, quelques détails supplémentaires de cette carte pour faire en sorte que notre voyage de santé, qui est presque un voyage de vie, soit le plus riche possible. Une citation d'un philosophe que j'aime bien, Krishnamurti, qui dit « Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à notre société malade. » Ça résume beaucoup de choses. Comment trouver un bon équilibre entre notre vie intérieure et un monde extérieur qui bouge à une allure phénoménale. Vous voyez, je pense beaucoup au coaching. Dans beaucoup de situations, malheureusement, on demande une demande de coaching pour aider les gens à s'adapter à une société malade. Ça peut être une entreprise ou la vie en général. Je ne pense pas que ce soit un signe de bonne santé de faire ça. Mais malheureusement, c'est peut-être un des problèmes majeurs du monde actuel, c'est que le monde change tellement de vie que le cerveau humain n'a pas eu le temps de s'adapter à ce monde. Donc la santé, c'est pour moi, comment trouver ce bon équilibre-là, voyez, et entre le monde intérieur et le monde extérieur, et pas faire comme cet homme qui vient du futur en disant « tout est pourri, c'est pas la peine d'y aller ». Alors, je vais faire quelques références au monde de l'Antiquité pour comprendre la nécessité de prendre en compte le monde intérieur et le monde extérieur dans cette recherche d'équilibre. Et je vais me référer aux enseignements oubliés des maîtres de la santé. Alors, j'ai mis le Bouddha guérisseur, et Esculape, qui était le dieu de la médecine. Et tous les deux, à travers les enseignements, ils disent des choses qui sont proches. Ils disent que c'est la nature qui guérit les maladies. Elle trouve elle-même les voies convenables sans avoir besoin d'être dirigée par notre intelligence. Hippocrate. Pasteur disait un peu la même chose. Le meilleur médecin est la nature. Elle guérit les 3/4 de nos maladies et ne dit jamais du mal de ses confrères. En plus, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que, quelque part, la nature... La maladie ou le symptôme est contre nature. Vous voyez, c'est quelque chose qui apparaît, mais qui est contre nature. Contre nature, c'est-à-dire qu'il nous rappelle que nous avons oublié profondément le contact avec la nature, avec le monde extérieur. La vie urbaine contribue beaucoup,
mais que nous avons aussi, dans cette vie effrénée, perdu contact avec notre nature intérieure. Vous voyez ? Et en ce sens, c'est une belle définition de dire la maladie ou le symptôme est quelque chose qui est contre nature. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, Bouddha et Hippocrate ? Bouddha, il dit, le Bouddha médecin, voilà, ce qui est important dans leur message, c'est qu'ils nous rappellent ces deux dimensions dans la guérison. On a besoin d'avoir cette dimension intérieure, cette dimension extérieure. La dimension extérieure, dans sa main droite, il tient une plante qui s'appelle Arura, qui représente le pouvoir des remèdes curatifs externes. Et dans sa main gauche, le bol qui contient l'élixir de guérison de la sagesse intérieure. Et qu'est-ce que dit Esculape ? Eh bien, il dit la même chose à travers d'autres symboles. Il dit pour lui le bâton extérieur de la guérison, qui est l'arbre de vie du médecin voyageur, symbole de notre connexion à la terre, parce que tout ce qui est important, tout ce qui nous nourrit et les remèdes vient du sol, vient de la terre-mère. Et il dit le serpent symbolise l'aspect extérieur de la guérison, le symbole de la sagesse intérieure. Le serpent, c'est l'animal qui est capable de se faufiler dans les trous et aller au fond de la terre pour nous ramener des choses formidables dont on a besoin pour notre guérison. Mais c'est un remède le plus subtil qui s'étend au-delà de la physique vers le mental et l'esprit. J'ai prêté serment, il y a bien longtemps, serment d'Hippocrate. Alors, il a évolué le serment, mais à l'époque, il y a encore 40, 50 ans, le serment était le suivant. Je jure par Apollon, médecin, par Esclépios, par Hygiée, par Épanacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l'engagement suivant. Voilà. Donc, c'était quoi le serment d'Hippocrate ? C'est un engagement à collaborer avec tout un ensemble de dieux. Vous voyez, c'était un travail collectif. Je trouvais ça intéressant. Maintenant, on a perdu un peu cette idée. Et alors, il y avait du monde pour collaborer. Vous voyez, il y avait en haut, là, on a Hermès, fils de Zeus, donneur de chance, le dieu des voyageurs. Il y a son fils Apollon, le dieu de la lumière, des arts, de la divination et le médecin. Et puis Esculape. Esculape, c'est dans le monde romain, on l'appelait comme ça, fils d'Apollon et dieu de la médecine. Et il y a les trois filles d'Esculape. Vous voyez les équipes de choc pour guérir, de face et de dos aussi. Voilà. Hygiée, déesse de la médecine préventive. Il y avait Panacée, la déesse de la médecine curative. Et Iaso, déesse de la maladie et guérison. Voilà. C'est-à-dire que on concevait la maladie, on concevait qu'il ne pouvait pas y avoir un seul Dieu qui pouvait apporter des réponses à tous les problèmes de santé. C'était un travail collectif, et ces dieux étaient présents dans les temples d'Esculape qui s'étaient un peu répartis autour de la Méditerranée. Voilà. Ça, c'est un autre caducée qui a été adopté. En France, on a adopté le caducée avec un seul serpent. Les Américains ont trouvé, aux États-Unis, ils ont adopté le caducée d'Hermès avec 2 serpents. Mais à travers, le symbole est le même. On va toujours rechercher cette idée d'équilibre. Le bâton, l'arbre de vie, axe du monde entre la terre et le ciel. Les serpents qui symbolisent les antagonismes, tous les antagonismes que l'on peut trouver dans la vie, le jour, la nuit, la terre, le ciel, le feu, l'eau, l'instinct, la maîtrise, la santé, la maladie, tous ces antagonismes et toutes ces polarités qui sont présentes dans le mental d'une personne lorsque nous sommes en bonne santé ou lorsque nous sommes malades. Voilà, et les ailes qui représentent l'esprit et la guérison de l'âme. Voilà. Mais dans tous ces symboles, on va retrouver cette notion d'équilibre. Alors, le titre s'appelle l'équilibre entre l'expérience humaine externe et interne. Ce qui est important, c'est que cet équilibre a existé dans notre histoire de l'humanité. Vous voyez ? Et il y a 2 périodes importantes. Dans l'histoire de l'humanité, de temps en temps, on a basculé énormément vers la médecine avec la porte d'entrée du monde intérieur, et puis vers le monde extérieur. Mais cet équilibre a existé à 2 époques. L'époque de la Grèce antique, on s'occupait dans les temples d'Esculape, on s'occupait autant du corps que de l'âme. Et il y a eu un renouveau à l'époque de la Renaissance. Voilà. Et il va y avoir un 3e renouveau. Maintenant, nous commençons.
Parce que, en fait, cet équilibre, c'est à chaque fois retrouvé dans des périodes de, comment je dirais, des périodes de transition de la vision du monde. Et nous vivons cette période. Si vous regardez les signes, ce que j'appelle les signaux faibles, regardez, il n'y a jamais eu autant de revues spécialisées, de livres qui parlent finalement d'un abord autre que conventionnel de la maladie et de la guérison. Et nous sommes en train de vivre cette révolution. Donc vous êtes des pionniers en venant à cette présentation. Voilà. Parce que depuis l'aube, depuis très longtemps, les réponses culturelles au déséquilibre et à leur souffrance, dans la culture orientale, bien évidemment, on n'avait pas toute cette technologie. On travaillait surtout sur la dimension intérieure, l'esprit et l'âme, mais aux dépens de la technicité. Alors que dans le monde de la culture occidentale, on a privilégié à l'outrance, en fait depuis quelques siècles, on a privilégié à outrance la dimension externe à travers la médecine conventionnelle et la médecine technique qui a fait par ailleurs aussi des miracles incroyables. Mais on a négligé, dis donc, porter notre attention sur le monde intérieur, sur ce médecin intérieur qui peut jouer aussi un rôle considérable dans la guérison. Platon disait, on ne peut guérir la partie soignée sans soigner le tout, sans soigner le holon. On ne doit pas soigner le corps séparé de l'âme, et pour que l'esprit et le corps retrouvent la santé, il faut commencer par soigner l'âme. L'âme, c'est ce qui, on pourrait appeler ça le holon, l'âme, c'est ce qui nous connecte à quelque chose qui est plus grand que nous. Car c'est une erreur fondamentale des médecins d'aujourd'hui. Il parlait, les médecins d'aujourd'hui, il parlait il y a quelques siècles, voilà, des médecins d'aujourd'hui, de séparer l'âme et le corps. Ce qui est important, ce que je voudrais peut-être, message clé de cette présentation, c'est que nous avons un pouvoir considérable sur notre corps, et évidemment. La médecine a fait des miracles tous les jours. Elle a un pouvoir sur notre corps, mais nous aussi, on a un pouvoir équivalent sur notre corps et que nous avons appris à négliger. Premier fait, c'est l'environnement a plus d'impact que nos gènes sur la longévité. Il y a pas mal d'études là-dessus sur la longévité, en particulier sur les jumeaux homozygotes, c'est-à-dire c'est le même matériel génétique divisé par 2. Et en regardant ce qu'ils deviennent 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans ou plus après, eh bien on se rend compte que ce n'est pas du tout les mêmes personnes. Donc on ne peut pas dire que c'est dans les gènes. Bien sûr, il y a d'autres facteurs extrêmement importants qui vont intervenir et le style de vie va intervenir. Ce qui est important, c'est l'adaptation de notre patrimoine génétique, ce que nous faisons pour adapter notre patrimoine génétique à notre environnement. C'est tout le développement de la science qu'on appelle maintenant l'épigénétique. Voilà. Et puis, grande découverte, mais c'est une petite révolution, okay. Nos émotions impactent notre ADN. Qui sait ça? Qui sait ça? Voilà, c'est formidable. Si on fait des expériences, il y a un tas d'expériences, on prend un peu de matière génétique en grattant dans la joue, on prend des cellules et de l'ADN qu'on met dans un tube. On met ça dans un tube, donc un tube de verre. Et l'idée, c'est est-ce que l'expérience humaine peut avoir un impact sur l'ADN? La pensée, non. Mais quand on connecte la personne on aide la personne à se connecter à une émotion, eh ben, ça modifie la forme de l'ADN qui peut se retrouver à 10 mètres, 20 mètres, 100 mètres, 500 mètres et des centaines de kilomètres. Vous voyez? Ça, c'est incroyable, ça. Non? Vous ne trouvez pas? D'avoir cet impact. Et après, cette expérience a été recommencée plein de fois au ce qu'on appelle le HeartMath Institute en Californie. Il y a un institut qui travaille énormément avec les moines tibétains qui ont des dons spéciaux très particuliers en termes de santé et de guérison, et de savoir ce qui se passe dans leur tête, dans leur corps. Et bien, ils ont constaté la même chose. Et ils ont constaté aussi que certaines émotions, certains sentiments sentis dans le cœur, c'est là, c'est dans le corps, avaient avoir un impact électrique et chimique sur l'ADN qui est vraiment
à distance, et en particulier des émotions de gratitude et de compassion. Ils ont fait tout un travail pour sélectionner par un ensemble d'émotions celles qui pouvaient avoir un impact important sur notre ADN à distance. Si on peut avoir un impact sur notre ADN à distance, il est probable qu'on puisse avoir un impact directement dans notre corps. Et puis il y a une image qui illustre le fait que le cœur est la source d'un champ électromagnétique mesurable. On sait que le cœur a une activité mécanique, ça, on sait ça depuis très longtemps. On sait aussi qu'il y a une activité électrique, on mesure ça par un électrocardiogramme. Mais aussi, il dégage un champ électromagnétique qu'on peut mesurer, on appelle ça un torus. Vous avez une image ici qu'on mesure par des instruments qui mesurent cette énergie, et que ce champ électromagnétique s'élargit avec le vécu de certaines émotions, avec des états alignés, le vécu de certaines émotions. Et ce champ électromagnétique a un impact direct sur nos cellules et notre ADN. Et peut-être le langage universel du corps, ce sont les émotions. Juste quelques exemples rapides sur l'impact de nos croyances sur la santé. Voilà, Crébiosène. Crébiosène, c'est une histoire assez intéressante. C'est passé aux États-Unis. C'est un produit contesté, un anticancéreux contesté. Donc, il était enterré depuis, pas les clients, le produit. Ouais. Ouais. Il y avait un monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, monsieur, je n'ai pas son nom, c'est pas grave, qui était dans un stade cancer, stade 4, ouais, et on lui avait dit, cherchez un bon notaire, et je peux vous donner des adresses aussi pour les pompes funèbres, et voilà, en disant, on ne peut rien faire pour vous. Et comme il avait les oreilles qui traînaient, il entendait parler d'un nouvel essai thérapeutique, d'un anticancéreux. Et donc, il a supplié les médecins d'entrer dans le protocole clinique. Et on lui a dit, non, parce que vous êtes trop âgé, vous ne rentrez pas dans les critères d'inclusion. Vous êtes trop âgé, une maladie trop sévère, on ne peut pas vous intégrer dans l'étude. Il a tellement supplié qu'ils l'ont intégré, ils ont masqué les critères modifié un peu les critères d'inclusion. Et ce monsieur qui était vraiment, il n'arrive pas en assistance respiratoire, il était complètement alité, 3 semaines après, il butinait les infirmières dans les couloirs. L'effet miracle du produit. Et il a envie de sortir avec une incapacité à apporter un diagnostic sur la situation. Les médecins disent on a dû se tromper ou je ne sais pas quoi. Voilà. Et il a mené une vie tranquille dans son ranch. Il a élevé des chevaux. Okay. Et un jour, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Je raccourcis l'histoire. Il a regardé des revues médicales. Il est tombé sur le Journal of Projective Technique. Voilà. Et il a lu le résultat de l'étude dans laquelle il avait été intégré. Et il a lu, la conclusion, c'est aucun effet statistiquement significatif. Ça veut dire en médecine que ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Il a lu ça, 15 jours après, il était mort. Donc, il y a des tas de médicaments qui peuvent nous soigner ou nous tuer, mais il y a aussi des croyances. Notre vie intérieure peut impacter énormément notre santé et notre maladie. Voilà. Une autre étude que j'aime bien, l'influence de l'astrologie chinoise sur la mortalité. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'astrologie chinoise, mais en gros, elle détermine en fonction de la date de naissance, avec des marges d'erreur, votre durée de vie et de quoi vous allez mourir. Voilà. Donc ils se sont posés, l'université de Johns Hopkins, les spécialistes des statistiques dans le monde, se sont posés la question de savoir est-ce que la prédiction a une valeur ou pas. Donc ils ont fait l'étude à San Francisco. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de populations d'origines différentes. Donc ils ont fait l'étude sur une population chinoise. L'étude c'est simple, on regarde les dates de naissance, on regarde à quel âge ils sont morts, et le diagnostic du médecin, la cause de la mortalité. Voilà. Et on regarde s'il y a une corrélation avec la prédiction. Eh bien oui, il y a une corrélation. La prédiction de l'horoscope chinoise s'est avérée réelle sur une population chinoise. Ils ont eu la bonne idée de prendre une population témoin, une population hispanique ou d'origine européenne, et là, la prédiction ne marche pas du tout. Donc, conclusion, la réduction de la survie ne peut pas être entièrement expliquée par un changement de comportement du patient chinois, du médecin, mais semble résulter au moins en partie des processus psychodynamiques, des croyances. Une autre étude que j'aime bien,
Comment rajeunir rapidement? Ça vous intéresse? Ouais. En plus, c'est gratos. Ça ne coûte pas un rond. On a pris un ensemble d'hommes, désolé, il n'y avait pas de femmes dans l'étude, et un groupe d'hommes, en moyenne 70 ans. Et on dit, on vous invite dans un endroit sympa pour passer une semaine de vacances. Vous êtes d'accord? Ouais, on est tous d'accord. La seule condition, c'est qu'on vous fasse un bilan de santé avant et après. C'est 10 jours d'évasion. On dit, ouais, d'accord. Donc on a fait ce bilan de santé, c'est surtout un bilan cardiovasculaire et métabolique et cognitif. Voilà. Et pendant 10 jours, on les a immergés dans un contexte qui les ramenait 20 ans avant. Vous voyez? La décoration, les émissions à la télé, les émissions radio, les revues, tout les ramenait 20 ans avant. Et ils ont discuté des problèmes, ils ont parlé de ce qui se passait 20 ans avant, quand ils étaient tout jeunes. On a fait un bilan à la sortie, vous savez ce qui s'est passé? L'ensemble des paramètres cardiovasculaires, métaboliques et cognitifs s'était amélioré. Ça, c'est gratos, hein. Vous pouvez le faire tout seul, hein, la méditation peut imaginer, ou vous mettre régulièrement dans le contexte où vous étiez en bonne santé. Croyance sur la perception de votre âge. Il y a l'âge biologique et il y a l'âge dans lequel il y a l'âge psychologique. Et bien, quand on se sent beaucoup plus jeune que son âge biologique, on est en meilleure santé. Ouais. Voilà, ce n'est pas forcément un exemple à suivre, mais je le trouvais marrant. Okay. Alors revenons pour parler de la santé, pour parler de la PNL et de la santé, on a besoin de redéfinir qu'est-ce que ça veut dire ce terme santé. Hein. Alors, dans l'étymologie qu'a donné, je ne sais pas s'il a donné Robert Rowe, il a parlé de, ça vient, health vient du vieil anglais, health, qui signifie être en sécurité. Ça définit aussi globalité ou intégrité. Donc, être en bonne santé, la santé, c'est quelque chose qui préserve un ensemble. Vous voyez, moi, je suis un tout dans un tout plus grand. Et dans tout ça, il y a des relations équilibrées et harmonieuses. Ça marche très bien. Ça, c'est une définition ancienne, mais qui a été extrêmement négligée et oubliée. Une autre définition importante, c'est celle de l'OMS, 48, date de naissance, c'est super. Définition statique de l'OMS, de la santé, c'est un état de bien-être. Un état de bien-être complet, comprenant l'état physique, mental, social, environnemental. Un état de bien-être. Pour un pénaliste, maintenir un état, c'est un truc impossible. Et c'était presque une définition un peu contre nature, hein, par méconnaissance du fonctionnement de l'aspect dynamique de la santé. Et puis il y a cette définition qui date de 2011, publiée dans une revue qui s'appelle British Medical Journal, un travail de recherche qui a été fait, Robert l'a cité, c'était des propositions de nouvelles définitions de la santé pour l'OMS. Et là, la définition change radicalement. La santé est la capacité à s'adapter et à se prendre en charge face à des problèmes physiques, émotionnels et sociaux. D'un seul coup, on sort complètement de l'aspect statique pour aller vers une dimension dynamique qu'on va aller voir. Voilà, alors je passe vite sur la santé, les limites de la définition de la santé selon l'OMS. C'était complètement idéaliste, hein, de dire un état de santé, de bien-être complet et total. Beaucoup disent que c'est cette définition qui fait qu'il y a une surmédicalisation, que l'industrie pharmaceutique dit tiens, c'est une opportunité formidable de proposer un bien-être complet et total dans tous les domaines de la vie. Il y a une espèce d'hypermédicalisation. Mais en tout cas, c'est une définition qui ne prenait pas en compte l'aspect évolutif et surtout contextualisé de la santé, comme on va voir dans la troisième définition. Un processus dynamique qui pourrait être une définition, mais alors totalement PNL. Moi, en tant que PNListe, ça me convient parfaitement, cette définition. La santé est la capacité à s'adapter et à se prendre en charge face à des problématiques physiques, émotionnelles et sociaux. Et Robert dit, la santé, c'est la résilience. C'est défini la même chose, autrement. La nouveauté, c'est l'individu se prend en charge. Moi, je me souviens, il y a eu un débat il y a quelques mois. Il y a 125 médecins qui avaient fait une charge contre les médecines non conventionnelles, en disant ça ne marche pas, tout ça, il faut interdire tout ça.
Alors, ce qui était le plus passionnant, c'est pas ce qu'il disait, c'était les commentaires dans les revues, surtout les sites médicaux, de beaucoup de médecins. Ah, je trouvais ça fascinant, parce que beaucoup de médecins se rejoignaient avec des mots différents. Ils disaient, mais quand même, ça se saurait si les patients pouvaient guérir sans nous. Ah, intéressant. Intéressant. Bah oui, La santé dépend de la capacité de la personne à se prendre en charge. Maintenir et restaurer l'intégrité, son équilibre et son sentiment de bien-être. Et l'individu a aussi les ressources. La nouveauté aussi, la capacité à s'adapter au contexte de vie de l'individu. En 1948, on mourait avant tout de maladies aiguës. Maladies surtout infectieuses, septicémiques, etc. Appendicite, juste comme ça, c'était assez fréquent. Mais non, ça n'en meurt plus de ça. Maintenant, la médecine apporte des réponses. Maintenant, les problèmes de santé, c'est des problèmes liés au stress ou au vieillissement. Okay. Cette définition prend en charge l'ensemble de ces variations de la pathologie, et aussi cette définition prend en compte les trois aspects de notre vie, l'aspect biologique, le psychologique, le culturel et le social. Ça encore, Einstein n'était pas médecin, mais il dit la vie c'est comme une bicyclette, il faut savoir avancer pour ne pas perdre l'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut avancer tout le temps, s'adapter en permanence pour maintenir notre équilibre. Principe de changement et de guérison selon Esculape. Cette présentation a donné l'occasion d'aller chercher un peu dans l'histoire de la médecine. Et qu'est-ce qu'il disait Esculape à travers ce qu'on a pu recueillir de ce qu'il a pu laisser comme trace? Il dit la médecine, c'est un processus holistique. Holistique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder le fonctionnement de la santé avec un microscope, mais il faut avoir un macroscope. Il faut regarder avec un ensemble. Et il faut regarder les différentes dimensions de vie de la personne. 4 domaines interdépendants du tout de la vie humaine, le psycho-spirituel, le biologique, l'interpersonnel et le matériel. Voilà. Il dit aussi, dans la santé et la maladie, il y a un aspect évolutif. Il dit, la santé, un problème de santé est une invitation à changer de niveau de conscience. La solution va se trouver dans un autre niveau de conscience. Un niveau de conscience qui embrasse et transcende les limites du niveau précédent. Dans la santé et la maladie, la PNL le dit maintenant, mais ça existait il y a assez longtemps, il y a toujours une caractère, le changement de niveau de conscience à part d'une intention. La santé et la maladie, c'est important de l'aborder avec ce caractère intentionnel. Intentionnel, c'est la capacité de se concentrer volontairement sur une expérience particulière, à déterminer nos choix et les réaliser. Ça, c'est ce qui nous différencie profondément dans le monde animal, même dans le monde des mammifères. L'intention est le propre de l'humain. Le cafard peut avoir un niveau de conscience, peut-être, mais il ne peut pas choisir sa vie et son destin. Vous voyez, ni les plantes, ni la plupart des animaux qui vous sont familiers autour de vous. Il y a une seule espèce dans le monde du vivant, en tout cas dans le monde des mammifères, c'est l'humain. Cette capacité mentale, souvent il a tendance à l'oublier, mais il est capable de se focaliser son attention sur une intention autre celle qui signale sa vie actuelle. Centré sur la personne. On ne doit pas être centré sur les techniques, les protocoles, etc. Bien sûr dans la partie biologique, mais pas dans cet aspect. Chaque personne est unique, donc prenons en compte cette unicité dans un processus de santé et de guérison. Il y a un aspect dynamique aussi, c'est-à-dire l'humain est en perpétuel changement. J'ai appris que en fait, la plupart de nos cellules se reproduisent avec des rythmes différents, mais pratiquement, au bout de quelques années, on n'a pas les mêmes cellules dans le corps. Donc l'humain est en un processus d'évolution permanent, il y a un changement permanent, donc c'est important de ne pas rencontrer la personne comme on l'a rencontrée il y a 1 an, il y a 10 ans, etc. C'est pas la même personne. Entre-temps, son mental, son corps a changé, son mental, ses croyances, ses aspirations, ses intentions ont changé. Alors, cet aspect holistique, pour illustrer cet aspect holistique, je suis allé chercher une grille qui est, de Ken Wilber. Ken Wilber, qui explique bien que dans toute vérité, en fait, il y a 4 grands domaines de vérité. Vous abordez n'importe quel aspect de la vie,
Il dit, si vous voulez avoir la vision globale, il faut regarder les quatre aspects. En haut à droite, alors, vous voyez, ici j'ai mis ce qui est externe. Ce qui est externe, c'est ce qui est objectivable par nos sens. Hein. Interne, ce qui n'est pas objectivable par nos sens, mais ce qui est objectivable peut-être par nos consciences. Vous voyez ? Donc, un axe externe, interne, ça, on peut observer ça chez les individus, ça, ben non, on ne peut pas. Il faut leur demander. Et ici, l'individu, et là, le groupe. Donc, j'ai 4 cadrans, on va commencer. Ce qui est objectivable chez les individus, chez chaque individu, ben, c'est le monde de l'objectivité. En médecine, c'est le monde du biologique. Ouais. Ça, le reflet, c'est de la médecine, c'est peut-être que j'ai appris. On ne croit que ce qu'on voit, ce qui est objectivable et mesurable. Et ça, dans tous les aspects de la médecine actuelle, que ce soit médicamenteuse, pharmaceutique, chirurgicale, technique, appareillage, tout ça, c'est une médecine basée sur l'objectivable. Et il y a le monde du dedans. Le monde du dedans, qui est le monde du subjectif. On n'y a pas accès, il faut demander à la personne. Et qui est surtout le monde de l'intentionnel, hein, cette capacité dont les humains sont les seuls mammifères à être dotés, cette capacité d'intention, c'est le monde du psychospirituel. Là, vous montez dans les niveaux logiques, si vous voulez rapporter au travail de Robert. Là, c'est le monde des relations, c'est le monde interne des groupes. En fait, le relationnel, c'est ce qui lie les individus. On pourrait parler de culturel. Vous voyez, dans un groupe humain, eh ben, qu'est-ce qui lie une culture? Quelles sont les croyances inconscientes qui fait qu'une communauté se crée? Ou les valeurs partagées à un niveau inconscient, le groupe, vous voyez? Et ça va aussi jouer un rôle énorme dans notre santé. Et puis, à la 4e dimension, le monde extérieur, là, c'est une objectivité. Hein. C'est moi en relation avec le monde extérieur, avec les bâtiments, mes relations à la maison, l'habitat, un lieu de travail, ben, tout ce qui m'entoure, hein, mes relations avec le monde extérieur. L'ensemble de ces dimensions ne sont pas séparées, c'est moi qui les ai séparées, mais sont interdépendantes. Vous voyez ? Vous avez une maladie, vous êtes extrêmement stressé, voilà, un stress chronique. Ouais. Et ben, ça peut se manifester par des tas de maladies, par une maladie cardiovasculaire. Bien sûr qu'il va avoir un impact sur votre travail, par exemple, vous êtes amené à adapter votre travail, changer votre travail, mais qui va impacter aussi vos relations. Hein, et des relations qui vont impacter aussi votre biologie. Par exemple, vous prenez une maladie... allez, maintenant c'est fini, les croyances ont changé, mais souvenez au début, hein, le sida, hein, découverte du sida, on ne savait pas trop comment ça se transmettait. Et bien le monde extérieur avait, oh là, hein, je ne mange pas à côté de toi, hein, si tu vas faire pipi, je nettoie. Là. On pensait que c'était contagieux, on avait des tas de quantités d'appréhension. Donc le monde extérieur va avoir aussi, vos relations extérieures, va avoir quelque chose à dire par rapport à votre maladie. Le monde extérieur peut décider d'un commun accord, de manière conventionnelle, en publiant que c'est une maladie incurable. Vous voyez ? C'est une convention, ce qui est là, c'est une convention. Mais cette convention peut faire autorité et avoir un impact considérable sur votre biologie. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment l'aspect holistique, et ces 4 domaines sont interdépendants. Si on touche à l'un, ça a des répercussions sur les autres. Toute la vie humaine est interdépendance. OK. Le deuxième principe, hein, c'est cette vision évolutive de la santé. Vision évolutive. Qu'est-ce qui évolue là-dedans ? Principalement notre niveau de conscience. Hein, principalement notre niveau de conscience. Pour pouvoir trouver les ressources hein, dans un état de santé de maladie, hein, niveau donné de symptômes, la solution est présente en nous. Mais pour y accéder, on a besoin de passer à un autre niveau de conscience. Autre niveau de conscience, c'est-à-dire avoir une perception plus large et plus globale, une perception élargie de moi par rapport à mes différents aspects de fonctionnement et moi par rapport à ma place dans le monde. Et ça, c'est un saut de niveau de conscience. Alors, je ne veux pas faire un cours là-dessus parce que je ne suis pas un spécialiste, hein, vraiment des niveaux de conscience. J'ai simplifié vraiment à l'extrême. En bas, il y a le corps. Voilà, le corps. Le corps. J'ai voulu mettre une photo de moi en maillot de bain, mais j'ai trouvé que c'était mieux. La statue grecque était... ouais, quand même. Voilà. Le bébé,
il n'a pas de conscience de cette unité, il fait un tout avec l'ensemble. Hein. Il n'y a pas de séparation entre son corps et l'environnement. Le holon est naturellement présent, mais il ne sait pas, il n'a pas conscience de ce holon. C'est une expérience inconsciente d'une fusion entre le monde extérieur et le monde intérieur. Hein. Voilà. Et il réagit de manière non réfléchie, stimuli-réponse. Et puis le mental se développe, le mental a envie d'aller explorer le monde extérieur, et puis cette séparation survient ici. Et on oublie un peu le corps, et c'est le mental qui va prendre l'ascendant. D'abord par une pensée automatique, une pensée réactive, et puis une pensée qui commence à être canalisée. Tiens, on prend conscience de son pouvoir de réflexion et on peut commencer à réfléchir sur une meilleure stratégie. Vous voyez, c'est un autre niveau de l'utilisation de notre mental. Et puis, on va aborder le domaine de l'esprit. Domaine de l'esprit, l'esprit avec cette conscience du calme intérieur, c'est-à-dire qu'on se rend compte que cette capacité, c'est une capacité que j'appelle de métacognition, on chevauche notre fonctionnement mental et on se rend compte parfois combien l'agitation de notre mental, ça part dans tous les sens, peut être néfaste sur notre santé et peut être la source de beaucoup de problèmes de santé. Donc j'ai cette conscience, mais cette conscience de l'agitation de notre mental ne va pouvoir venir par une approche du calme intérieur. Hein. Donc ici, c'est une approche méditative, contemplative, l'état coach, quelque chose de cette nature, hein, qui vient de notre capacité à calmer le mental. Et puis niveau du dessus, il y a cette capacité, puisque j'ai calmé mon mental, je calme l'agitation de mon mental, et là j'accède à cette capacité à me connecter à quelque chose de plus grand que moi, que Robert a appelé le holon. Einstein dit « Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré. » Voilà. Et Aldous Huxley dit « La médecine a fait tellement de progrès que plus personne n'est en bonne santé. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire que la médecine a fait des progrès techniques formidables sur l'extériorité, mais a oublié l'intériorité. Hein, la blague préférée, c'est l'opération s'est parfaitement passée, le client est mort, mais l'opération s'est parfaitement passée parce que exactement conforme aux procédures. Waouh, on est content, on va boire un coup. Le principe numéro 2, c'est cette idée donc de cette vision évolutive de la santé. Voilà. Donc le modèle de Cannes-Wilber, je vous l'ai mis ici, c'est le même, mais en rond au lieu d'avoir des carrés. C'est la même chose. Donc on va trouver ici, en haut, le biologique, ici, le monde du dedans, le psychospirituel, le monde du dedans, mais le monde culturel, ce qui relie les individus, et ici, hein, le monde extérieur, l'individu, par rapport à son environnement matériel, comment il rentre en relation avec son monde extérieur. Hein. Et là, vous allez trouver les différents axes. Hein. Ici, on a les 4 domaines et les stades d'évolution, hein, qui sont les axes dont je viens vous parler, et qui sont des axes qui sont présents dans les 4 domaines. Souvent, on ne se rend pas compte, on ne prend pas conscience que cette évolution peut toucher le monde du on pense souvent au monde psychospirituel, mais que cette même évolution de conscience peut porter aussi sur notre corps somatique, peut porter aussi sur nos relations au monde et aussi dans nos relations. Alors on va aller voir ce que ça donne. Là, c'est le principe 3. Principe intentionnel. Hein. Les humains sont des êtres intentionnels. Ça, c'est un cadeau de la nature. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas pourquoi l'homme est doté de cette capacité miraculeuse à déterminer une intention, vous voyez, pas une direction non pas donnée par l'instinct, mais à choisir une intention de vie. On ne sait pas expliquer pourquoi l'humain est doté de ça. Mais le problème, c'est qu'elle existe depuis 200 000 ans et la plupart des humains ont ignoré ça, ce cadeau fait par la nature. L'intention est l'axe d'alignement. Nous sommes des êtres auto-organisés. Auto-organisé, un système auto-organisé, c'est le propre du vivant. Le vivant, que ce soit une plante, un animal, il est auto-organisé, c'est-à-dire que tout son système biologique et mental
s'adapte à une intention de... une plante, c'est une intention de croissance pour produire des fleurs, et grandir et produire des fruits. Un animal aussi est auto-organisé très tôt. Il sait ce qu'il a à faire, un cheval, un chien, tout ça. L'humain est auto-organisé, bien évidemment. Mais il y a une particularité incroyable, c'est qu'il peut modifier la direction de cette auto-organisation. Vous voyez, il peut décider du sens qu'il va donner, la direction qu'il va donner à sa vie. Donc l'intention nous permet de diriger notre vie, passer d'une approche conventionnelle à une approche holistique et évolutive, choisir une vision nouvelle et plus large de la santé et déterminer comment actualiser cette vision. Le secret du changement est de focaliser toute notre énergie, non pas à combattre l'ancien, mais à construire le nouveau. Et le dernier principe d'Esculape, c'était le principe d'une approche centrée sur la personne. Ce n'est pas considérer l'individu selon des statistiques. Les statistiques disent en moyenne, en général, là, les individus vont se comporter de telle manière, mais de répondre à chaque expérience, de prendre chaque expérience dans son unicité, ce qu'il y a vraiment de particulier. La santé et la guérison répondent aux exigences internes, besoins des individus, et aux exigences externes, c'est évidemment besoin d'une profession médicale. Les deux. Mais ces besoins externes, ça, la médecine conventionnelle le fait très très bien. La santé et la guérison mettent le sujet au centre du processus de guérison et adaptent une approche unique de la santé intégrale qui correspond aux besoins spécifiques. Et ça nécessite, ça va être la qualité de la relation qui est fondamentale dans la mise en œuvre de ce principe. Principe 5, la dynamique de vie. Voilà. En tant qu'accompagnant, un problème de santé, important de ne pas regarder, tiens, je vais regarder mes fiches, ah oui, il y a 10 ans, vous étiez comme ça, considérer que la personne est la même. Entre-temps, elle a pu changer, mais radicalement. Là, j'ai mis une image qui symbolise la dynamique, le modèle de la spirale dynamique, qui symbolise cette évolution permanente de l'individu, qu'un individu à un moment donné, si vous le prenez quelques années plus tard, ce n'est pas la même personne. Donc prendre la personne dans son contexte actuel, présent. Okay. Voilà les 5 principes avec une belle phrase là. Je ne sais pas d'où elle vient. Chaque fois que vous vous asseyez avec une personne, c'est une expérience entièrement nouvelle. Écoutez pleinement une vérité du moment qui n'impose ni diagnostic, ni intervention au pronostic spécifique. Cherchez seulement à entendre l'essence de la vie de cet individu et à permettre à son destin d'émerger lentement du récit. Chaque individu, quelle est ton essence, quelle est ton âme, quelle est vraiment ta singularité. Et j'ai besoin de ça pour comprendre ton expérience de vie qui t'a amené à un problème de santé et puis t'aider aussi à passer à un autre niveau de conscience pour guérir. Donc si on devait résumer, ils sont là. Ils sont là, nos 4 domaines. Nos 4 domaines à prendre en compte, cette vision holistique, le biologique, en haut, le monde extérieur, le relationnel, le psychospirituel. Ce dont on a besoin en pratique, c'est pas de connaître toute la théorie, c'est d'avoir une carte pour faire une évaluation, pour savoir où j'en suis. Où en est, c'est pour vous, où en est la personne que j'accompagne dans cette vision globale, dans cette évolution de sa conscience et dans cette vision globale des différents domaines qui contribuent ou pas à sa santé. Alors, d'un point de vue pratique, j'ai mis simplement quelques mots différents. D'un point de vue psychospirituel, on va aller explorer le monde du cognitif, du mental. Là, vous avez tous les niveaux logiques. Le conatif, c'est ce qui déclenche l'action. C'est le système des valeurs, en fait. Ou soit des besoins psychologiques, instinctifs, à un autre niveau de conscience, c'est nos besoins psychologiques. Et le monde émotionnel, c'est le monde de notre vécu intérieur qui nous donne une information. C'est un système de feedback entre la carte que j'ai dans ma tête et le monde dans lequel je vis. Il me donne information par des émotions positives ou négatives. Il donne une information sur le degré d'adéquation entre nos cartes mentales et le monde dans lequel nous vivons. Ici, le biologique, je l'ai résumé à 3 axes, pour pas qu'il y en ait trop d'axes d'évaluation. Eh bien, la forme physique, où j'en suis physiquement, est-ce que je suis en forme ou pas, j'ai les muscles qu'il faut. Voilà. La nutrition qui contribue maintenant, qui joue un rôle de plus en plus important maintenant. Il y a eu des tas de revues scientifiques, on va pouvoir
soigner des maladies, finalement, même des maladies en psychiatrie, on va remplacer le neuroleptique par un changement d'alimentation. C'est pas formidable, ça laisse des espoirs. Et même aussi des quantités de maladies, de cancer, cardiovasculaires. Donc ça va jouer un rôle important. Et capacité à s'auto-réguler, adapter en permanence notre alimentation, voilà, notre activité physique à notre intention. Ici, dans le monde relationnel, on va mettre des choses simples. Il y a soi, relation aux proches, avec lesquels il y a un lien affectif, et relation à une communauté plus large. Et ici, monde extérieur, j'ai mis surtout le travail. On pourrait mettre autre chose. Mais le travail occupe pas mal, ça nous occupe quand même pas mal de temps. Au moins, souvent 8 heures par jour ou plus. Donc là, ma relation au travail, comment je perçois ma relation au travail, quelles sont les actions que j'apporte à ma communauté, actions sociales, et transmission, qu'est-ce que je fais pour transmettre aux générations futures? Alors on va aller explorer ces différentes dimensions. Développement de la conscience, là, différents stades, on va retrouver ici pour le cadran psycho-spirituel, parce que finalement tout part de là. Là, c'est la porte d'entrée. Alors, voilà. Ici, le corps, le mental et l'esprit. Okay? Imaginez que vous avez une maladie, on vous annonce une maladie que, d'un point de vue conventionnel, la convention, c'est que c'est une maladie mortelle, comme cette dame, comme la maman de Robert dit. Qu'est-ce qu'on fait? Le mental, qu'est-ce qu'il va dire? Quelque chose comme ça, je suis foutu. Oh, une espèce de pensée, de réaction immédiate. Okay. Mais si on fait appel au mental, qui observe et structure notre pensée, on pourrait avoir un autre type de réaction. Je peux diriger non pas mon attention sur les symptômes, mais je peux diriger mon attention sur un autre aspect de mon expérience, sur des souvenirs agréables ou sur un autre niveau de conscience. Et je peux apprendre aussi donc à me connecter à soi, avec cet esprit qui observe, qui a appris par la méditation à installer ce calme intérieur, calmer l'agitation mentale, pour acquérir plus de clairvoyance sur mon état interne et mon état aussi, moi, par rapport aux différents domaines de vie. Et acquérir plus de sérénité, douceur, bienveillance, clairvoyance. On pourrait me dire, mais il pourrait y avoir un sens à cette maladie, peut-être même la chance de ma vie. Et puis un autre esprit connecté au tout, c'est le holon, dont parlait Robert, cette capacité. Je suis relié aux ressources de l'univers. Ce n'est pas la même chose que j'ai aucune ressource en moi, ou j'ai les ressources dans mon environnement, ou j'ai les ressources de l'univers. Dans le monde de l'affectif, comment on peut réagir à une annonce d'une maladie grave? Panique. Ou à un autre niveau, j'ai les moyens, j'ai travaillé sur l'intelligence émotionnelle, je sais prendre du recul sur mes émotions et arriver devant le même stimuli qui m'est annoncé, avoir un état neutre, ou arriver à cet état de plénitude, de fin de la souffrance, on revendique les canons dans lesquels nous invitent les bouddhistes, ou ressentir de la compassion pour moi et pour tous ceux qui peuvent souffrir d'une maladie, et puis tous ceux qui souffrent dans le monde. Et l'aspect cognitif, ce que je fais, ce qui déclenche l'action, voilà. Ici, au niveau instinctif, c'est l'ego qui réagit, attaque, fuite, sidération. Un besoin plus cognitif, c'est de chercher à satisfaire des besoins psychologiques. Et en PNL, on dira satisfaire des valeurs liées à la culture, l'éducation, la religion. J'arrête de fumer, c'est bien, je mange bio, je veux devenir vegan. Ou je mange vegan. Un autre besoin plus élevé, besoin de calme, de sagesse, je me repose, je ralentis, je respire, voilà. Et puis à un autre niveau, mon besoin d'unité, ça peut être un besoin de méditer. Je parle avec des personnes qui disent que ça devient une pratique intégrante de mon quotidien, de pouvoir méditer et de me connecter, ça devient un besoin avec un monde qui va au-delà de moi. Développement de la conscience biologique. Et oui, notre biologique, notre somatique a une conscience. On pense que le développement, c'est surtout dans le mental, mais non, notre corps aussi a une conscience. Alors on va commencer par le physique. Comment je me perçois? Ici, la forme physique, la nutrition, l'autorégulation. Moi, je peux me percevoir comme le corps. Qui es-tu? Je suis un assemblage. Comme les bagnoles, il y a les différentes pièces. Et moi, je suis un assemblage aussi. J'ai une fois une rate, la rate.
un estomac, un cerveau. Voilà. Je me vois comme la somme des parties physiques. Et si je passe au niveau physiologique, eh ben, il y a des tuyaux. Il y a des tuyaux qui relient les différents organes et ça circule là-dedans. Il circule du sang, voilà, il y a des métabolites, hein, il y a du sucre qui sort, il y a du cholestérol, il y a des tas de choses qui circulent. Et puis il y a les nerfs aussi, autre voie de circulation. Une autre manière de voir aussi maintenant la dimension de sa forme physique, c'est ce que j'appelle... ah oui, alors ici, en termes de mouvement, la forme physique, ça se réduit souvent à des choses très limitées. Vous savez quel est le mouvement? Finalement, la gymnastique, on fait le plus souvent au cours d'une journée. Vous savez? Respirer, ouais. Respirer et mastiquer. C'est déjà pas mal comme exercice physique. Hein? Ok. Et après, je peux me dire, ben oui, je pourrais faire mieux quand même. Hein? Je pourrais orienter mon entraînement, me programmer mon entraînement physique pour répondre à un besoin. Je voudrais muscler telle partie du corps ou développer telle réaction. Hein? Ma forme physique pour répondre à un problème de santé spécifique. Et aussi, je peux commencer à percevoir, quand j'ai une idée d'avoir une activité spécifique, si je me dis, mais ça va avoir un impact sur mon mental. C'est le début de la découverte de ces deux aspects du corps-esprit. Ce sont deux facettes d'un tout qui communiquent. L'esprit impacte le corps et le corps impacte l'esprit. Et puis avoir un autre niveau d'évolution, conscience subtile du corps. Et bien, je veux dire, quand je pratique des activités comme le yoga, Qigong, c'est bien plus qu'un simple entraînement, une activité physique. La nutrition, je peux juste manger pour survivre, voilà, ou manger en faisant des choix alimentaires sains, une alimentation saine, et voilà, avec une intention, voilà, je vais acheter des légumes du cultivateur d'à côté, où je peux choisir, vous voyez, mon alimentation avec cette conscience planétaire que le choix que je vais faire dans le supermarché peut impacter la vie d'un agriculteur au bout du monde et prendre en compte des dimensions écologiques, environnementales, l'agriculture, la souffrance animale. L'autorégulation, eh ben, une homéostasie biologique, hein, je me régule en termes de calories, hein, je raisonne en termes de calories, de quantité de liquide dont j'ai besoin, de repos, de sommeil, de soleil, de sexualité, de la nature. Et Dieu sait si c'est important, ces éléments-là, hein, d'être en contact avec la nature, les animaux. Et vous savez que les animaux contribuent à notre guérison. Vous savez ça, pour ceux qui ont lu Guérir de David Servan-Schreiber, il disait qu'il mettait des prescriptions pour les maladies cardiovasculaires, il prescrivait des chiens ou des chats. Parce qu'il s'est rendu compte avoir un contact physique avec un animal, baissait les chiffres tensionnels. Hein. Et puis à un autre niveau, je peux m'occuper d'une homéostasie biologique et psycho, hein, être plus en cohérence avec ce qui est important pour moi, hein, travailler et je mets pour ça de la visualisation. Là, c'est tout le domaine de la neuropsycho-immunologie et de l'épigénétique. Voilà. Et puis je peux avoir un autre niveau de conscience, c'est une homéostasie énergétique. Je passe du lien entre le corps et le mental, à me percevoir en termes de corps énergétique. Vous savez, hein, on peut voir le corps, on peut regarder, toucher, tâter, mais on commence à avoir maintenant des moyens de percevoir l'énergie. Chaque morceau d'ADN émet de la lumière et de l'énergie. Hein, si vous référez, ça, c'est ce qui passionne le professeur Montagnier maintenant. Hein. Alors, lui, c'est pas pour un niveau de conscience. Il dit, mais probablement plein de maladies viennent de parasites ou de bactéries qui sont enquistées dans notre corps. On n'a pas de témoins immunologiques de leur présence. Hein, on n'a pas à faire une sérologie, je ne sais pas. Le seul moyen, c'est de trouver la signature, c'est d'aller chercher la signature lumineuse de ça. Donc ils mettent au point des quantités techniques pour aller voir la signature lumineuse des parasites dans le corps, lumineuse et énergétique. Voilà. Développement de la conscience des relations. Toujours du corps vers l'esprit. Et comment je vais percevoir les relations? Eh bien, je me perçois surtout par rapport à mes propres besoins. Hein, ou quand je regarde l'autre comme un miroir de moi. Voilà, relation de dépendance centrée sur l'ego.
où je commence à apprendre l'autre existe. Dans une relation centrée, je prends en compte les besoins de l'autre et je peux écouter les différences et aussi toutes les projections. Et puis à un autre niveau, eh bien, des relations d'authenticité, on laisse tomber l'ego, on le met au vestiaire et on rentre dans des relations qui sont plus d'humain à humain, d'âme à âme, hein. Et puis l'union spirituelle, d'amour universel, sens de l'unité. Voilà. Pour la famille, on peut avoir le même chemin, hein, soit l'absence de lien ou d'avoir des liens avec la famille. La famille joue un rôle énorme en termes de maladie. Et lorsque j'ai ce soutien familial, ça contribue énormément à l'amélioration de notre santé et de notre guérison. Ce que vont dire vos proches sur votre santé, hein, ils sont inquiets pour vous, ça va vous impacter. Hein. Oh là là, bah oui, c'est embêtant cette maladie-là. On ne peut pas rester neutre par rapport à ça. Hein. Ce qu'ils vont dire de votre maladie, là, à notre niveau, soutien authentique, hein, non pas une projection de l'ego sur votre maladie, mais simplement un soutien d'humain à humain. Okay. Et soutien à distance, voilà, la famille, même si on ne vit pas avec cette famille, peut jouer un rôle énorme, considérable en termes de soutien lorsqu'il y a un problème de santé. Et la communauté, voilà, peut avoir des relations de dépendance, hein. Avec ma communauté, je ne peux rien faire sans ma communauté. Une communauté qui peut avoir un rôle de soutien considérable ou qui peut avoir un rôle toxique. Parfois, la guérison passe par le besoin de se couper de cette communauté. Voilà. Un soutien plus technique, professionnel, ça typiquement c'est une communauté médicale. Ils agissent par la technique. Une communauté qui peut jouer un rôle plus social et émotionnel, voilà, ou union avec une communauté soutien spirituel. Il y a des quantités, pour ceux qui veulent lire un livre qui s'appelle Le champ unifié, de MacTaggart, ou alors l'intention positive, ou le mystère du 8, qui parle de tous les systèmes d'influence. Hein. Les influences sont des influences personnelles, ce que je me dis à propos de ma santé, et puis il y a les influences locales, ce que ma famille va dire, ce que le corps médical va dire à propos de ma santé, et puis il y a des influences à distance aussi, qui vont jouer un important. Je crois que j'ai une slide là-dessus. Voilà, impact des relations sur les maladies, effet protecteur des relations sur les maladies chroniques, c'est sûr. Et ce qu'on connaît moins, c'est impact des relations à distance. Impact de la méditation, ça s'est fait dans 3 pays, sur les niveaux de violence pendant la guerre israélo-libanaise. On a demandé à plein de périodes, l'idée c'est de savoir est-ce que si on met un certain nombre de populations en méditation, ça peut avoir un impact sur la violence. Vous voyez ? Et la réponse est oui. La réponse est oui. Okay. Et ils ont même calculé, ils ont fait une espèce de modélisation mathématique, le nombre minimum par rapport à la taille de population, le nombre minimum qu'on doit avoir de population pour avoir un impact sur cette population. C'est racine carrée de 0,1%, je crois, quelque chose comme ça. Okay. Donc on peut avoir un impact sur une population extrêmement large. Une autre étude qui a été faite à Boston, voilà, 2500 personnes. À Boston, ils se sont dit il y a des cycles de violence, voilà, saisonniers. Et ils se sont dit est-ce que si on met un certain nombre de personnes en méditation, est-ce que ça peut impacter la courbe de la violence ? La réponse est oui. Okay. C'est pas formidable ça, hein ? C'est pas formidable, c'est mieux que la matraque, hein ? Okay, ou la prison. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un politicien qui s'est dit il y a un truc génial pour me faire élire, hein, je vais adopter ça. Il a fait sa campagne pour l'éthique en disant « Votez pour moi parce que je vais faire méditer toute la population de Washington ». Il a été vite viré comme un malpropre. Ça n'a pas été accueilli. Ce qui veut dire qu'un des plus grands défis, la relation joue un rôle fondamental dans notre processus de santé et guérison. Et en même temps, la relation est un véritable défi. Le plus grand défi est celui des relations humaines. Regardez ce qu'il disait Rilke. S'aimer d'être humain à être humain, voilà peut-être la tâche la plus difficile qui nous soit imposée. L'extrême, la suprême épreuve, le travail en vue duquel tout autre travail n'est que préparation. Aimer n'a d'abord rien d'une absorption, il n'y a pas de fusion, d'un abandon ni d'une union avec l'autre, mais c'est une sublime occasion pour l'individu de mûrir,
de devenir quelque chose en lui-même, de devenir un monde, de devenir, pour l'amour d'un autre monde pour lui-même. Voilà. C'est une grande et immodeste exigence qui s'adresse à lui, qui en fait un élu et l'appelle l'immensité. Ce que je veux dire par là, c'est que le défi des relations, si nous avons des relations difficiles, ça peut être une source de souffrance. Ou cette même souffrance des relations difficiles, c'est de se dire qu'est-ce que ça évoque en moi, qui mérite d'être vu, quelque chose en moi qui mérite toute mon attention, et quelque chose en moi que j'ai besoin de faire grandir. Comme disait Robert, c'est intéressant cette souffrance en relation avec cette personne, ça doit faire sens, quelque chose a besoin d'être écouté, welcome. Et puis le dernier domaine, l'impact du travail. Ben oui, on y passe pas mal de temps. Comment on peut faire évoluer notre conscience par rapport au travail ? Eh bien, on va prendre le même parcours, le travail, la vie professionnelle. Le travail peut être un moyen de survie, ouais. Mais j'ai pas de choix, c'est ça, voilà. Et avec toutes les conséquences en termes de stress, de risques psychosociaux, où le travail peut être un moyen d'exprimer sa créativité. Je choisis le travail qui me convient bien, voilà, pour satisfaire des ambitions, développer des compétences, acquérir un revenu, un statut, donner du sens à ma vie. Mais le travail peut être aussi une source d'épanouissement. Mais là, c'est un choix. C'est un choix personnel de décider, tiens, ces difficultés, je vais en faire une source d'épanouissement, en développant mes relations, même si c'est difficile, en donnant de l'attention, de présence aux autres. Ou le travail peut devenir une source de contribution unique au monde. Robert parle de vision. Qu'est-ce que moi, dans mon travail, quelle est ma raison d'être, quelle est ma singularité qui peut contribuer à améliorer le monde et à la réussite d'un ensemble plus vaste. Engagement social, ok. Là, c'est le problème quotidien d'appartenance. J'ai besoin d'avoir un groupe, d'appartenir à une tribu que j'ai choisie, c'est ma famille, association ouverte, ma famille, des copains, ou sélectif, le Rotary, je sais pas, comment ça s'appelle, les francs-maçons, on ne laisse pas rentrer tout le monde. Okay. Avoir un engagement social plus large, prendre en compte les préoccupations du monde, du pays dans lequel je vis, préoccupations politiques, éducation, justice, voilà. Okay. L'engagement social peut être une source d'épanouissement personnel, mais aussi engagement social vis-à-vis des problématiques qui me dépassent, qui dépassent moi, qui dépassent le cadre de ma famille, qui dépassent les frontières de mon jardin, de la ville dans laquelle j'habite, mais qui vont s'étendre jusqu'à des problématiques, le monde, le climat, l'intelligence artificielle, la pauvreté, l'extrémisme. Maintenant, ici, c'est l'idée de, au-delà de moi, après moi, quand je vais mourir, qu'est-ce que je transmets aux générations futures ? Transmission de connaissances, là j'ai repris une niveau logique, je transmets des connaissances, je suis un coach, mais au sens comportemental, où je peux développer des compétences chez les autres, chez les plus jeunes. Je suis un enseignant, j'enseigne des stratégies, où je peux être un mentor, développer, montrer la confiance que j'ai. Le mentor, c'est celui qui dit « mais j'ai confiance en toi, je sais que tu as peur, mais je sais que tu vas y arriver, je ne te soucie pas de ça ». Ou je peux être un éveilleur, aider les générations plus jeunes à prendre conscience d'eux-mêmes et du monde auquel ils appartiennent et ils peuvent contribuer. Voilà. J'aime bien cette phrase, notre âme et notre esprit n'ont pas leur place sur le chantier. Ben oui, c'est vrai. Qu'est-ce que le travail pour vous ? Il y a 1000 définitions du travail, ce que dit Khalil Gibran. Qu'est-ce que le travail ? Avec amour. En disant, il y a tout un chapitre en disant que ce qui vous déplaît le plus, vous pouvez choisir d'aimer ce travail, parce que ça va contribuer à votre épanouissement. C'est tisser le tissu avec des fils tirés de notre cœur, comme si votre bien-aimé devait porter ce tissu. Donc il dit, en gros, aimez votre travail comme vous aimez votre bien-aimé. Facile à dire, peut-être un peu plus difficile à faire, mais bon. En tout cas, c'est intéressant d'avoir son point de vue. C'est construire une maison avec affection, comme si votre bien-aimé habitait dans cette maison. C'est semer des graines avec tendresse et moissonner avec joie, comme si votre bien-aimé allait manger le fruit. C'est charger toutes les choses que vous façonnez d'un souffle de votre esprit.
Toutes les grandes traditions mystiques disent la même chose. Ce n'est pas la peine de vous chercher à choisir le boulot qui vous convient le mieux. N'importe quel boulot fera l'affaire et apprenez à aimer le boulot que vous faites. Voilà, évaluation. En fait, quand on fait une évaluation, on va chaque fois, nous sommes inégaux là-dedans, nous allons chacun occuper d'une manière différente ces 4 espaces-là. Vous voyez, ici. Et cet outil, pour moi, est intéressant en PNL par rapport à l'état présent, comme à l'état désiré. Je propose un petit exercice. Parce que Robert a fait les 3/4 du boulot. Donc c'est bien, l'état coach. Vous savez ce que c'est? Oui? Proposez de faire un exercice avec quelques petites nuances. Donc, proposez de poser les papiers, les stylos, le téléphone. Trouver une position confortable. Les pieds, sentiment, les pieds sur le sol, perception, conscience. Une position du corps assez droite. Le fait d'être droit, ça facilite la circulation, tout simplement, pas seulement sanguine, mais pas seulement du liquide céphalorhachidien, mais aussi énergétique. Voilà. C'est un exercice que vous pouvez faire les yeux ouverts, ou fermés, comme vous voulez. La première partie, on va refaire cet état coach assez rapidement, juste prendre conscience de... Voilà, comme si vous pouviez scanner votre corps, prendre conscience de vos pieds sur le sol, avec à chaque étape cette dimension comme en 3 dimensions. Cette dimension de l'espace qui entoure vos pieds, comme perception de vos mollets, de vos jambes, et aussi toute cette perception de cet espace autour de votre partie de corps. Voilà. Et cette conscience qui remonte vers le haut du corps, vers le bassin, ou quelque part, vous allez pouvoir vous dire, comme tout à l'heure, je suis centré, c'est-à-dire je suis dans mon corps. Voilà. Pas seulement dans ma tête, mais dans mon corps. J'habite bien mon corps, c'est moi qui l'habite. Ouais. Et puis, comme ce matin, laissez remonter votre conscience vers le cœur. Ce cœur qui, dans toutes les traditions, au travers le monde, est le symbole d'une ouverture. Donc je suis centré et aussi ouvert. L'ouverture du cœur. Voilà. Quelque chose qui s'ouvre comme un champ électromagnétique qui grandit ou au rythme de votre respiration. Et une ouverture qui peut vous connecter aux différentes parties de vous. Et une ouverture qui peut aller au même vous connecter, ce n'est pas vos sens qui vont vous le dire, mais votre conscience. Cette ouverture du cœur qui peut vous connecter à votre différents organes, qui peut vous connecter aussi, qui est une ouverture à ce qui se passe dans vos cellules et même votre ADN. Et ce que vous ressentez profondément dans votre cœur, et certaines émotions qu'on va explorer, peuvent avoir un impact au cœur du vivant. Donc vous êtes centré, ouvert, alerte, on va monter, amener votre niveau de conscience au niveau de votre tête. Le tête, c'est là, la plupart de nos sens, la vue, l'ouïe, l'olfaction, gustatif sont là. Sens qui permet de prendre contact avec le monde extérieur. Voilà. Et avoir ce sentiment en même temps d'être centré, ouvert, et de cette attention consciente au monde intérieur et extérieur, autant à ce qui se passe à l'intérieur de vous qu'il se passe à l'extérieur de vous. Être centré, ouvert, ouverture du cœur, alerte, et connecté. Connecté. En fait, cette attention, vous allez pouvoir cet état d'ouverture, vous ouvrez quelque chose, comme on ouvre une porte, une grande porte, et l'état d'attention qui devient maintenant encore plus possible, puisque ce champ, il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous allez pouvoir, comme vous pouviez établir des liens et des connexions avec le monde du dedans, avec le monde du vivant, au plus profond de vous, le fonctionnement de vos organes,
fonctionnement de vos tissus, fonctionnement de vos cellules, fonctionnement de votre ADN, et en même temps qui vous connecte à quelque chose de plus large et de plus grand autour de vous. Ça peut être des relations, évidemment, votre famille, votre communauté, le monde du travail, des personnes qui sont proches, ici, dans cette pièce, ou des personnes qui ne sont pas présentes dans cette pièce, mais qui sont présentes dans votre conscience, au-delà de ce qu'il y a dans cette salle. Voilà. Et puis laissez remonter votre conscience au niveau quelque chose qui est au-dessus de la tête, pour vous, en anglais dit hold, mais ici on va accueillir. Accueillir, c'est dire bienvenue, avec le mantra de Robert, bienvenue. Ah, c'est intéressant, ça doit faire sens, ces messages doivent faire sens, ces images, voilà, ça mérite d'être pris en compte, et bienvenue. Être capacité à accueillir quoi qu'il se passe comme message que je peux recevoir du monde extérieur comme du monde intérieur. Voilà. Et dans cet état coach et de ressources, on va revenir quelques secondes au cœur. Et comme si vous pouviez y installer une émotion comme de gratitude ou de compassion. Ce qui peut être aidant parfois, c'est de penser à des êtres chers pour lesquels on ressent profondément cette gratitude ou cette compassion. Parce que ces sentiments de gratitude et compassion, d'un point de vue électromagnétique, mesurable, accroît ce champ électromagnétique autour de nous, qui nous connecte au vivant en nous, comme qui nous connecte au vivant et au monde qui nous entoure. Et dans cet état de ressources, je vais vous inviter à inviter quelqu'un qui représente pour vous une immense sagesse. Alors ça peut être des figures que je vous ai présentées, comme le Bouddha de la médecine, ça peut être Esculape, ça peut être Hippocrate, ou simplement quelque chose pour lequel une personne, ça peut être Robert Dilts, je dirais, voilà, ou quelqu'un, quelle que soit cette personne, mais cette personne que vous allez mettre en face de vous, installer en face de vous, vous le reconnaissez pour son intégrité, vous le reconnaissez pour la sagesse de son message, vous le reconnaissez pour la paix qu'il dégage, toute cette immense sérénité qu'il dégage. Voilà. Et on va faire comme si vous pouviez établir un lien avec cette personne, établir le rapport, comme s'il y avait un rayon lumineux qui sortait, qui pouvait vous connecter de cœur à cœur entre cette personne qui représente la sagesse, la clairvoyance, l'éveil, ce rayon lumineux qui vous connecte de cœur à cœur, qui vous connecte aussi de gorge à gorge, c'est-à-dire que ça symbolise la clairvoyance du propos, et qui vous connecte aussi du mental, de la tête à la tête. Voilà. Et dans cet état de ressources, état coach, et aussi de connexion avec votre guérisseur intérieur, je vais proposer de poser une question à ce guérisseur, guérisseur interne ou externe, ce sage que vous avez en face de vous, de poser la question en termes d'intention. Et la question, c'est quels sont les domaines de vie dans lesquels j'ai besoin de faire des modifications, voilà, des changements. Quels sont les domaines de vie, de ma vie, dans lesquels j'ai besoin de faire évoluer certains aspects? Est-ce que ce sont des aspects de mon corps somatique, biologique? Est-ce que ce sont des aspects en lien avec ma vie intérieure, mon mental, mon esprit? Est-ce que j'ai besoin de plus de cohérence interne? Est-ce que ce sont des réponses en lien avec ma vie relationnelle, relation à moi, ma famille, ma communauté? Ou est-ce que ce sont des réponses en lien avec mes relations au travail? Est-ce que je devrais changer quelques aspects de mon travail, changer de travail, aménager mon travail, ou modifier un aspect de ma relation au monde social, ma contribution sociale au monde, okay, ou ma contribution
aussi à quelque chose de tellement plus grand et tellement plus vaste qu'est le monde auquel j'appartiens. Voilà. Poser cette question, et ce qui est important ici, ce n'est pas d'avoir une réponse analytique, comme disait Robert, mais peut-être juste une réponse somatique. Voilà, c'est ça, une réponse somatique, juste laisser venir des images qui peuvent survenir, ou des sensations qui viennent de votre corps. Voilà, une sensation ou une émotion, quel que soit le message qui apparaît, lui dire ah, c'est intéressant, ah, ça doit faire sens, ça doit vouloir dire quelque chose. Ouais. Il y a là quelque chose qui mérite de l'attention, peut-être d'être guéri. Ouais. Bienvenue à ce message. Et surtout l'accueillir, quelle que soit sa forme, sa couleur, son image. C'est chaud, froid, dire tiens, j'ai reçu quelque chose. Prendre le temps qu'il faut d'accueillir ce message. Et puis à la fin, remercier ce sage qui était devant vous, qui vous a aidé à clarifier le domaine de vie sur lequel vous deviez avoir une nouvelle intention. Le remercier. Et avant de le laisser partir, on ne va pas le laisser partir n'importe comment. On va le remettre à l'intérieur de vous, parce que ce sage avec lequel nous avons eu un petit échange est une partie de vous, c'est un sage intérieur, c'est votre médecin intérieur. Il symbolise votre capacité à auto-guérir et à avoir des discussions et des interactions à tout moment sur quels sont les domaines de vie que j'ai besoin de faire évoluer, de faire grandir, de développer pour acquérir cet état de santé que je souhaite. Voilà. À nouveau, ce qui est important, ce n'est pas un acte de réflexion, c'est juste dans le monde du sensoriel et du somatique. Ça, c'est quelque chose à faire que vous pouvez faire. C'est une manière de dialoguer avec votre symptôme. Qu'est-ce que tu cherches à me dire, cher symptôme ? Qu'est-ce que tu me dis à propos de mon état présent ? Et qu'est-ce que tu me dis à propos de l'état désiré ? Et après, je ne sais pas si on en a parlé, cette intention, on va tester sa congruence. On va aller dire une phrase très courte. On va regarder comment le corps résonne. Est-ce que le corps dit oui, oui, c'est bien ça ou c'est pas ça ? On va l'exprimer avec des mots, on va l'exprimer avec une image et on va l'exprimer par une expression somatique. C'est la cohérence entre les trois mots d'expression qui vont vous dire « ouais, c'est vraiment ça que je veux dans ma vie ». Voilà, moi j'utilise une grille comme ça. Cette grille, c'est plus pour l'accompagnant parce que si vous utilisez cette grille avec votre patient, vous allez risquer de le plonger dans un abîme de perplexité mentale et cognitive. Vous voyez ? Okay. C'est simplement pour... la carte est surtout pour vous, sauf si c'est quelqu'un qui veut s'intéresser, évidemment, à cet aspect-là. Et on a les 4 domaines, ici, en fonction des couleurs, et les lignes de développement. Prenez le message, et après, on a besoin de savoir si c'est une voix qui vient bien de l'intérieur ou une voix qui vient d'ailleurs, on ne sait pas. Hein. Donc on va voir si c'est quelque chose quelque chose que avec lequel je suis aligné. Hein. Ce que je veux changer le plus dans le monde, hein, c'est cette idée de... Hein, la maladie est une... comment je dirais est une manière de faire évoluer notre vie. Hein. Dans cette perception de la santé et de maladie, il y a une perception très générative. Vous voyez ? Le symptôme et la maladie est en train de me dire que quelque chose est profondément déséquilibré dans ma vie. Et la santé et la maladie m'invitent à passer à un autre niveau de conscience et retrouver un autre état d'équilibre. Et en ce sens, c'est extrêmement génératif, m'invite à changer pas mal d'aspects de ma vie. Ce qui m'intéresse, c'est la structure du miracle. Ça me passionne, ça. J'ai fait ma thèse sur la structure. J'ai fait ma thèse sur les salles du miracle au Brésil. Déjà, assez tôt, ça m'intéressait. Les guérisons miraculeuses m'ont toujours passionné et intéressé. Voilà. Qu'est-ce que c'est un bon guérisseur si on prend les critères de la PNL ? Les critères de la PNL, on modélise pour savoir le côté...
le PNListe, il va chercher des expériences vécues de guérison. Alors, questionner pas mal de gens, je lis aussi pas mal de choses. Et la démarche de modélisation, c'est quel est l'état d'esprit, les cartes mentales qui aboutissent à des actions nouvelles qui permettent d'obtenir le résultat souhaité en matière de santé. Voilà. Un gars, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, Joe Dispenza, je suis sûr que vous le connaissez. Il faut une intention claire, un cerveau cohérent et une émotion supérieure, un cœur cohérent. Une émotion supérieure, c'est ces émotions de compassion, de gratitude, d'attention, d'appréciation que vivent les moines bouddhistes et qui leur permettent de faire des trucs incroyables, qui sur le plan médical, ils ont des ondes cérébrales qui normalement ils devraient être morts depuis longtemps. Eux, ils ont des ondes cérébrales, ils sont en parfaite santé, vous voyez, hein, ou de vivre à poil dans la neige, hein. Méditer à poil dans la neige, moi j'irai pas. Je n'ai même pas essayé, l'autre jour il neigeait, je me suis dit non, je ne suis pas encore prêt. Voilà. Et si on devait résumer, hein, à partir de ce que je sais, hein, je ne sais pas tout, voilà. Mais quel est cet état d'esprit? Comment penser la maladie et guérison? Voilà. C'est à chaque fois un état de conscience supérieur à celui qui est à l'origine du problème. Il faut écouter les conseils d'Einstein par rapport à ça. Okay. Avoir cette approche de pensée, vous voyez, je ne me focalise pas seulement sur mon symptôme, mais j'ai cette vision, ce symptôme est en connexion avec quelque chose de plus grand que moi. J'ai cette vision holistique, évolutive, intentionnelle, personnalisée et dynamique. Merci Esculape, parce qu'il disait ça il y a plus de 2000 ans. Okay. Ça, c'est un élément fondamental, acceptation et recadrage du diagnostic. J'accepte les diagnostics par rapport à la PNL. Le diagnostic, c'est l'état présent. Le médecin me dit, j'ai une sclérose en plaques. Je dis, OK, tu as les diplômes, tu as la blouse blanche, tu sais faire les analyses, j'accepte ta vérité. Mais je vais recadrer le diagnostic. Ça, au lieu de dire c'est terrible, le monde s'effondre, veut dire c'est une occasion de changer des tas d'aspects de ma vie. Vous voyez ? Si le diagnostic, c'est l'état présent, l'état désiré, en PNL, on va appeler de pronostic. Pronostic. Donc la médecine, et moi j'en ai fait des tonnes, je fais de la recherche clinique, voilà, et ben, on s'intéresse à comment une population en général va se comporter dans telles conditions. Donc on fait des courbes de Gauss. En médecine, les courbes de Gauss, c'est un pronostic. C'est-à-dire telle maladie, normalement, il devrait mourir entre maladie grave et mortelle, il devrait mourir, voilà, en temps de temps. Fonction, au milieu de la courbe de Gauss, 70% des gens, ils meurent comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on accepte la prédiction médicale ou on dit, ben non, ça c'est ta vérité, moi, la mienne sera autrement. Dans les bons guérisseurs, il y a cette capacité incroyable à faire des recadrages, à accepter le diagnostic et faire un bras d'honneur au pronostic. Dire, ça me regarde, ça ne te regarde pas. Okay. Moi, je refuse dans la courbe de Gauss, je refuse d'être dans la moyenne. Moi, je veux être dans la queue de la moyenne. Je vais décider d'être là et je vais décider de changer des tas d'aspects de ma vie pour être là. Refus et recadrage du pronostic. Et recadrage du pronostic, c'est une occasion pour moi de changer des tas d'aspects de ma vie. Robert en parlait ce matin, non, on n'a pas parlé, c'est la résilience, mais très forte référence interne, vous voyez, par rapport à ce que dit la communauté, le système relationnel dans lequel vous vivez, ce que dit votre famille, ce que dit vos amis, ce que dit la communauté médicale, ne pas se mettre totalement en référence externe, ne pas complètement écouter, prendre ce qui vous semble bon pour vous, mais aussi être capable d'avoir un moyen de décider par vous-même à l'intérieur, de dire, ça c'est bon pour moi, mais il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Vous voyez, la référence interne, c'est les critères sur lesquels qui nous permettent de décider de ce qui est bon ou pas bon pour nous. Et un sens des responsabilités personnelles, c'est-à-dire c'est cette idée que si cette maladie est survenue, j'ai une part de responsabilité, peut-être pas tout le temps, il y a des jeunes qu'on m'a refilé, mes parents, tout ça, j'ai une part de responsabilité, mais si j'ai eu une part de responsabilité à créer cette maladie, j'ai une part de responsabilité aussi pour modifier ceci. Oui, ça me donne du pouvoir, cette idée d'avoir des responsabilités. Quoi faire
pour réaliser. Quoi faire? C'est un réalignement. C'est retrouver un équilibre interne fondamentalement. Par des tas de moyens, on peut avoir la PNL, la méditation, la cohérence cardiaque, quelle que soit l'approche. Mais toutes ces approches visent à recréer cet alignement interne entre le corps, le mental et l'esprit. L'esprit, c'est le monde. Il y a le monde, l'environnement que vous pouvez percevoir par les sens, et puis le monde que vous ne pouvez pas percevoir par les sens, mais que par votre conscience. Voilà. Donc là, le point clé, en gras, les 3 éléments clés, une intention. Une intention. Une intention, ce n'est pas un objectif, vous voyez. C'est très différent. Un objectif, c'est daté dans le temps. Vous ne pouvez pas dire, je veux, le 12 juillet 2019, j'ai une sclérose en plaques, je veux faire le marathon de Paris. L'inconscient, il va rigoler, le sage intérieur, il va rigoler. Une intention, c'est une direction. Je veux que ma vie tende par là, dans ces directions. Et là, il n'y a pas d'échéance, donc il n'y a pas d'échec possible. À fixer des objectifs en termes de santé, eh bien d'abord, vous allez vous stresser à l'idée de les atteindre ou pas l'atteindre, et ça va créer aussi beaucoup d'appréhension. Vous dire, ah ben, j'ai échoué, je n'ai pas réussi à atteindre mes objectifs de courir le marathon alors que j'avais une sclérose en plaques. Et, par contre, une direction, une intention, c'est une direction, et là, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des réussites. La mise en place d'une relation, le cadre relationnel est fondamental. Comme tout changement, la guérison, c'est un processus de changement, et j'ai besoin d'avoir cette présence humaine qui va m'autoriser à reconsidérer la manière dont je me vis dans mon corps, dans mon mental et dans mon esprit. Cette présence humaine est importante. C'est une relation de soutien à moi-même, à ce qui est fondamental pour moi, mes valeurs, mon identité, ma vision, mes rêves, et aussi une relation extérieure. Tout ça visant à... Cette relation vise à trouver la paix intérieure. Je suis en sécurité. Et quand je suis dans cette paix intérieure et ce sentiment de profonde sécurité, le système nerveux autonome comprend ça en disant « Ah, c'est le moment de rétablir un équilibre entre le système sympathique et le système parasympathique. » Et des tas de bouleversements peuvent apparaître à ce moment-là dans le corps. Il y a bien sûr un recadrage des croyances limitantes. On va travailler sur le symptôme, mais aussi sur les causes, avec bien sûr la PNL. Ça apporte énormément. Pour moi, je reste convaincu que c'est un des moyens les plus rapides pour recadrer les croyances limitantes, c'est-à-dire les causes qui ont déclenché, qui entretiennent cette maladie, même si on agit sur les symptômes. Action, les expériences transpersonnelles et pratiques contemplatives, ça, on va les retrouver dans toutes les traditions à travers le monde. Pas de la même manière, pas méditation de pleine conscience comme on le fait ici, mais se connecter avec les esprits, vous allez trouver ça partout dans le monde. Voilà. Et puis mettre en application les décisions. Je ne peux pas je peux passer de niveau de conscience pour avoir une idée claire de là où je veux aller dans ma vie, mais ce gap entre l'état présent et l'état désiré nécessite une pratique de changement d'habitude de vie. Voilà. Résultat obtenu, une santé ordinaire. On passe d'une santé ordinaire, je dirais, appelle ça une santé plus globale. Vous voyez, je passe d'une santé plus biologique, l'absence de symptômes, le silence du corps. Je ne sais pas qui a inventé ça, le silence du corps. La santé, c'est le silence du corps. Si vous mettez un stéto, il y a un bruit d'enfer, c'est pire que les embouteillages dans le ventre ou dans le cœur, ça fait un boucan terrible. Voilà, je vais passer d'une santé ordinaire à une santé plus globale, c'est-à-dire que moi je suis en équilibre avec moi-même, avec le monde psychospirituel, avec le monde relationnel, le monde dans lequel je travaille, un nouvel état de conscience, un nouvel équilibre de vie. Voilà, les 3 points clés, intention positive, relation de soutien et un rituel, quelques pratiques rituels de guérison. Comment intégrer par rapport au schéma que Robert a montré, état présent, état désiré? Eh bien, on va utiliser la carte, la carte des 4 domaines de vie et mise en pratique les principes d'Esculape pour essayer à définir. Mais surtout, n'en faites pas un outil d'analyse, parce que si vous en faites un outil d'analyse, vous allez enfermer la personne dans son stress. C'est pour vous, pour guider en effet la personne que vous allez accompagner. Voilà, passer d'une santé relative à une santé intégrale. Santé relative, ça concerne les critères, ça concerne le corps et la biologie, circonstances extérieures,
on fait une évaluation externe, on fait des examens biologiques, voilà, ou parfois on va faire des radios, des scans, des échos pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur, avec toujours cet état de recherche d'objectivité. Et c'est une santé qui est limitée dans le temps, parce que forcément nous allons rencontrer des tas de difficultés dans notre vie, être soumis à des nouvelles difficultés. Vous voyez. Alors que santé intégrale, eh ben, ça touche avant tout, ça concerne notre niveau de conscience et des circonstances intérieures dont vous avez une pleine maîtrise. Évaluation, c'est interne, c'est vous qui allez décider de cette santé intégrale. Et quand vous vous occupez de cette santé intégrale, ça, comment je dirais, c'est une santé durable, vous voyez, durable. Vous pouvez être malade, avoir des symptômes, mais ne pas toucher, ne pas impacter ce sentiment de plénitude et de paix intérieure. Voilà, ce que je voulais vous dire à travers ça, c'est, le titre, c'est « La vie humaine est précieuse et fragile ». La vie humaine est précieuse et fragile. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes né avec, en tant qu'être humain avec un trésor. Trésor, c'est cette capacité unique dont vous disposez, de cette conscience de langage, d'imagination créative, d'autoréflexion, de ces multiples intelligences du corps, du mental, intelligence du cœur, qui peut faire des miracles. Hein. La science est en train de le démontrer, capacité du cœur à faire des miracles. Hein. Et un potentiel de réalisation aussi incroyable. C'est-à-dire que si votre vie ne vous convient pas, vous avez un pouvoir, hein, le pouvoir de l'intention, de définir une autre direction à partir de laquelle un nouvel équilibre, un nouvel alignement va être possible. Hein. Donc reconnaître cette préciosité est une étape essentielle pour agir vers la santé intégrale. Voilà. Ressentir l'urgence de nous préoccuper de notre vie et de notre santé. Voilà. Alors, en général, quand je dis ça, mon sentiment, c'est que il y a longtemps, le meilleur public, c'était celui-là. C'est dans les cimetières. Je sentais, quand j'allais parler de ça dans les cimetières, ça applaudissait de tous les côtés. Voilà. C'est peut-être pas la peine d'attendre à ce stade-là pour vous dire, mais je peux avoir un pouvoir sur ma santé est précieuse, et je peux agir dessus, vous voyez, avant de rentrer complètement la tête sous terre. Voilà. Donc mon message, la vie est précieuse, réalisez vos rêves les plus précieux. Voilà. Alors, page de pub. Voilà. Moi, régulièrement, chez Repère, je fais 3 jours sur l'application. Là, c'est de la théorie, là-bas, on fait vraiment pratique. Il y a des personnes que j'ai eu le plaisir d'avoir en formation, et s'ils veulent, voilà. Ouais, il y a des personnes qui... Voilà, donc il y a une formation bientôt. Et puis, voilà, aussi, il y a le plaisir de participer à cette formation. Les dates ne sont pas encore tout à fait fixées. Ça veut dire formation sur la santé individuelle et organisationnelle. On va former des coachs santé. Des coachs santé, formation qui va durer alors, 15 jours. Voilà, 15 jours en 4 modules. Voilà, moi, je vais commencer, et puis après, je ne sais pas dans quel ordre, il y aura Robert ou Suzy Smith, et puis ça va se terminer par Tim Albom. Donc ces 4 personnes seront présentes. Je ne sais pas si je suis un expert, mais je considère les autres en tout cas comme des experts avec lesquels je me suis beaucoup formé et pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration pour tout ce qu'ils peuvent apporter en termes de santé. Voilà. Et bien c'est tout. Et bien merci infiniment.